Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech. On vous parle d'internet, de gadgets. Il est tard, il est 11h du soir. Moi, je n'ai plus l'habitude de me coucher à des heures aussi indues. Donc, je vais essayer de faire l'émission quand même. C'est le Rendez-vous Tech et on vous parle de technologie, de gadgets, d'internet. On vous résume toute l'actu tech. Normalement, c'est distrayant, c'est amusant, j'espère en tout cas. Et si jamais moi, je n'arrive pas à être distrayant, amusant et informatif, je sais que mes deux co-animateurs y arriveront pour moi. Je suis Patrick Béja et j'ai le plaisir de recevoir réunis à nouveau pour la première fois depuis des mois, j'ai l'impression. D'une part, Marion. Comment ça va, Marion ? Bonjour à tous, très très contente d'être de nouveau ici en bonne compagnie, très bonne compagnie. Oh, merci, tu es très gentille. Moi, je suis en Finlande, Marion est à Paris, et Jeff, la troisième tête de cette hydre technophile, nous rejoint de la Silicon Valley comme d'habitude. Salut Jeff, comment ça va ? Salut Patrick, salut Marion, c'est un grand plaisir de revenir parce que je ne sais pas pourquoi ça fait des mois que je n'ai pas réussi à enregistrer une émission avec vous et donc grand plaisir d'être de retour. Et effectivement, si jamais vous entendez un ronflement, c'est Patrick qui s'endort, c'est pas nous. Écoute, je vais essayer de faire de mon mieux, d'autant plus que vous avez des épreuves aussi. Enfin, c'est surtout Jeff qui nous disait que tu as adopté un nouveau régime où tu ne manges rien du tout le matin. Et là, en plus, tu n'as pas mangé ce midi. Donc, Ouais. c'est dur, c'est bien. Et j'ai perdu plein de kilos. La prochaine fois que tu me vois, tu m'en connaîtras pas. Ah, ok, très bien. Écoute, je le note. Aujourd'hui, on va parler un tout petit peu de la crypto-monnaie Facebook qui va être annoncée normalement, on va dire, dans les prochaines 24 heures. Donc, on en parlera au prochain épisode, mais on va essayer de spéculer un tout petit peu dès aujourd'hui. On parlera un petit peu d'espionnage aussi, ou semi-espionnage. On demandera à Jeff ce qu'il en est de l'affaire Huawei de son point de vue d'investisseur et puis au cœur de la Silicon Valley. Et puis on aura plein d'autres petites news. Je ne sais pas si on va faire un épisode entre guillemets court. À chaque fois que je dis ça, ça dure de toute façon plus d'une heure. Mais je crois que là, ça risque d'être relativement court. Je crois que j'ai jamais fait moins d'une heure dans le Rendez-vous Tech. Mais on verra si aujourd'hui sera Je sais le même pas premier. pourquoi tu parles de faire court parce que de toute façon tu feras pas court. Oui, non, mais c'est vrai. Ça va. Bon, écoutez, on va se lancer immédiatement, non sans que je remercie bien sûr les soutiens du Rendez-vous Tech. Je voudrais remercier aujourd'hui Monsieur Deleted, Arnaud Bernard, Marc-Henri Primo, JB300, Colin Notsmudge et Nicolas Millem, eux qui, comme tous les soutiens du Rendez-vous Tech, ont accès au podcast privé des Patriotes. Alors, c'est quoi le podcast privé des Patriotes ? C'est un flux de podcasts individuel pour chacun des soutiens dans lequel il y a les éditos que je fais de temps en temps, des petits contenus audio supplémentaires. Mais en plus de ça, et ça c'est nouveau, écoutez bien les Patriotes, il y a les épisodes du Rendez-vous Tech eux-mêmes. Et depuis le précédent, j'essaye d'enlever le laïus sur Patreon qu'il y a au milieu de l'épisode. Alors, j'enlève pas les noms des Patriotes quand même parce que c'est cool, c'est un petit peu un remerciement public que je veux que tout le monde entende et entende votre nom. Mais il y a aussi le laïus au milieu que j'enlève, j'en dirai un petit peu plus pendant le laïus du milieu, mais si justement vous l'entendez, c'est parce que vous n'êtes pas sur le podcast privé des Patriotes, il faudrait y passer, je pense, si vous voulez bénéficier de tous les bénéfices que vous avez en tant que patriote. Bref, merci à tous ceux qui le font, merci à tous ceux qui soutiennent l'émission, et on va continuer avec l'émission, justement. Alors, on en entend parler depuis un bon moment, cette crypto-monnaie Facebook, eh bien, elle sera normalement annoncée, en tout cas, le projet sera détaillé d'ici quelques heures, une journée. C'est la Libra Foundation qui s'occupe de ça et on a eu, selon des sources, alors c'est que des sources, des leaks on va dire, il y a une douzaine de sociétés qui sont dans le projet. Il y a les sociétés de paiement comme Visa, Mastercard, PayPal. Il y a Uber, il y a Coinbase, des sociétés de crypto. Il y a des marchands comme eBay. Il y a des fournisseurs de services de services mobiles comme Vodafone aux États-Unis, etc. Et donc on en entend parler depuis longtemps, mais je vous avoue que je sais toujours pas à quoi ça sert. Alors
Au prochain épisode, on aura, je pense, un sujet un petit peu plus sérieux sur le sujet, justement, essayer de comprendre pourquoi et comment quand on aura les détails. Mais déjà, là, en quelques mots, peut-être que je me retourne vers Jeff directement, qui, lui, est au cœur de la Silicon Valley, et donc, pour qui tous ces sujets n'ont évidemment aucun secret. Crypto-monnaie, machin, c'est des trucs hyper hype en ce moment, donc, bon, je plaisante, ça reste quand même un petit peu obscur, mais est-ce que tu as une idée de ce que voudrait faire Facebook avec tout ça ? Pourquoi il s'y intéresse tellement ? Alors rappelons quand même que je suis un crypto-sceptique. Oui, crypto-sceptique, on va dire, ouais. J'ai pas été dans la mouvance des crypto-monnaies enfin, je le suis depuis un bout de temps, mais j'ai pas participé avec mon fonds, donc on n'a pas investi dans quoi que ce soit dans le domaine et j'en suis bien content. Alors, quelques réflexions. Donc, c'est David Marcus qui a pris le projet. C'est l'ancien patron de PayPal. Donc, ce qui est intéressant, c'est que l'ensemble des acteurs que tu as mentionnés, en gros, c'est le réseau personnel de David qui a été utilisé pour ramener les gens autour de cette monnaie crypto Facebook. Donc, il était chez PayPal, il était donc dans la mouvance eBay, c'était un board member de Coinbase, il était au directoire de Coinbase jusqu'au moment où il a lancé le projet à Facebook, ce qui l'a obligé à quitter le truc. Il travaillait dans le domaine des grands réseaux, et donc avoir les grands acteurs du réseau impliqués, ça a du sens. Mais à ce jour, ça veut dire, pour moi, c'est le réseau David Marcus qui s'est mis en place autour de ce projet, ce que je trouve intéressant. Qu'est-ce que va faire Facebook avec ? On verra demain, mais à mon avis, ce serait logique, étant donné le sentiment anti-Facebook et pro-privacy qui existe aujourd'hui aux États-Unis, qu'ils essaient en fait de trouver un modèle de business alternatif à l'advertising, donc à la pub, et voir si cette utilisation d'une crypto-monnaie Facebook qui en gros te permettrait de gagner des tokens si tu fais une certaine action sur Facebook, ça pourra avoir du sens. Ça peut très bien être utilisé dans un cadre de commerce, mais ce que je me demande, c'est si on va avoir en fait une espèce de mécanisme où tu vas récupérer des tokens en fonction de l'attention que tu portes à Facebook, ce qui pourrait être intéressant parce que personne ne l'a fait avec... Enfin, il y a plein de gens qui ont essayé de faire ça, mais personne n'a la présence de Facebook et les 2,4 milliards de gens qui l'utilisent chaque mois. Et donc, quoi qu'ils fassent, étant donné leur envergure, ce sera intéressant. Mais c'est-à-dire que effectivement, la fondation est censée être une fondation relativement ouverte. Ils ont adossé, enfin, là encore, c'est des rumeurs, mais ils seraient en train d'adosser la crypto-monnaie à des devises existantes, donc au dollar, à l'euro, etc., pour qu'elles soient très stables. Voilà, c'est le stablecoin. Mais tu veux dire que donc c'est pas, l'idée n'est pas d'avoir un truc spéculatif, mais donc peut-être pour les utilisateurs, tu veux dire de récupérer de l'argent. Au-delà, le truc auquel on pense immédiatement, c'est pour envoyer de l'argent entre utilisateurs ou pour payer des trucs plus facilement avec les commerçants. Les transferts d'argent seraient plus simples, mais toi tu penses peut-être qu'on pourrait, d'une certaine manière, qu'ils pourraient monétiser l'attention d'une autre manière que par la pub, mais je comprends pas bien comment ils pourraient le faire, ça. Pour moi, ce serait la seule chose de vraiment innovatif, parce que si c'est aujourd'hui, tu peux utiliser, tu as une tonne de services qui marchent très très bien pour faire de l'envoi d'argent, que ce soit TransferWise ou d'autres. Tu peux gérer les achats et les ventes de produits sur Facebook sans avoir de crypto-monnaie. Et donc, je ne vois pas l'intérêt d'avoir une crypto-monnaie, si ce n'est pour aller là où personne n'a véritablement réussi, c'est la monétisation de ton attention et dire, si tu passes tant de temps à regarder... que ce soit une pub, un machin, un truc, un bidule, tu vas accumuler des tokens que tu peux ensuite utiliser. Et donc, ils payent en fait pour regarder de la pub, finalement.
pas forcément de la pub, ça peut être du contenu. Enfin, si tu commences à avoir du contenu qui est, tu vois, une vidéo YouTube qui n'est pas de la pub, mais qui est du contenu que quelqu'un met en place, ça peut être une façon pour le créateur de monétiser sans passer par un modèle de type pub. Donc, en gros, pour moi, la question, c'est est-ce que ça va être une alternative à la pub ? Et si la question, c'est non, enfin, si la réponse, c'est non, bah, je ne sais pas trop ce que ça va amener, parce qu'on a des alternatives. C'est ça le problème, c'est aujourd'hui, tu peux payer ce que tu veux avec du Bitcoin. Tu vois, il y a eu plein de retailers qui se sont mis à accepter des Bitcoins comme moyen de paiement, et puis ils l'ont arrêté, parce que sinon, ça ne sert à rien. Les dollars, ça marche très bien. Donc, je sais pas, j'ai pas vu David depuis, parce que c'est un très bon ami à moi, mais je l'ai pas croisé en fait depuis qu'il a pris le projet en main, et donc je sais pas du tout ce qu'il a fait. Ce que je sais, c'est que il a assemblé une équipe incroyable sous lui pour monter ce projet. Que ce soit au niveau produit, au niveau technique, au niveau marketing. Et donc, ils ont vraiment mis les moyens parce qu'ils ont mis des super ressources pour cette équipe. Donc, je ne sais pas, mais comme toute chose que fait David, ce sera intéressant. Ouais, je suis sûr que ça va être très intéressant. Je vois toujours pas bien d'où viendrait l'argent si c'est pas de la pub quelque part, parce que. Mais bon, on verra de toute façon d'ici quelques heures. Donc on va pas trop en parler. Ça peut très bien être. Tu peux avoir de l'argent qui va venir de la pub, mais la question c'est est-ce que tu vas commencer à avoir la possibilité d'avoir comment on dit reward en français, une récompense. Une récompense, merci. Si tu passes du temps sur Facebook, que ce soit sur l'application, sur leurs nouveaux produits vidéo, etc. Donc, oui, mais quelque part, si tu passes du temps et que Facebook te paye pour, c'est bien qu'ils récupèrent de l'argent ailleurs. Et leur moyen de récupérer de l'argent, c'est toujours en te montrant de la pub. Là, ça ne... Je sais pas. Bon. Je pense que l'aspect intéressant de Facebook, la force qu'ils ont, c'est leur présence internationale, et c'est ce que tu avais dit. Ils sont présents dans le monde et ils ont une base d'utilisateurs qui est assez incroyable. Là où le Bitcoin a eu du mal à s'implanter, c'est qu'il n'était pas vraiment supporté par une plateforme à proprement parler, alors que Facebook, avec WhatsApp, Instagram et toutes les fonctionnalités de marketplace sur Facebook ou même d'achat intégré de plus en plus sur Instagram, il y a une vraie opportunité de business. Moi, je trouve ça assez intéressant. Je ne sais pas encore ce qui va sortir, mais s'il y a un système de cashback avec des tokens Facebook, ça pourrait très bien accroître le temps passé sur la plateforme, sur les plateformes, Facebook, Instagram, WhatsApp, et il pourrait prendre une commission sur les échanges, etc. Ah, voilà. Oui, alors peut-être la commission, effectivement, parce que c'est pas spéculatif puisque c'est adossé aux monnaies réelles, mais la commission peut-être, pourquoi pas. Là, effectivement, ça devient tout de suite énormément d'argent, mais bon, bref, on en saura plus dans quelques heures de toute façon. Ce que j'en retiens, c'est que tous les trois, on a l'air à peu près aussi perdus que moi. Non, pas vraiment. Pas vraiment, non, ok, d'accord. Non, je pense qu'il y a un potentiel énorme que ce soit Facebook qui soit derrière. Non, bien sûr, je suis vraiment très très curieuse de voir justement ce qu'ils vont annoncer, et surtout avec tous les efforts qu'ils ont fait sur développer l'aspect e-commerce. C'est quand même très intéressant, et ça serait un pouvoir phénoménal qu'ils aient leur propre monnaie entre guillemets à leur échelle. Bon, on en rediscutera quand Facebook quand ils auront annoncé le truc. Mais oui, c'est certain, le fait d'avoir leur propre monnaie, évidemment que c'est important. Mais bon, parlons plutôt de sujets que je comprends, c'est-à-dire des histoires d'espionnage avec, je ne sais pas si vous avez vu ce scandale qui s'est fait jour il y a quelques temps. En fait, là, on en entend parler un petit peu plus avec la résolution du scandale. C'est une condamnation de la Liga, donc la Ligue de football espagnole, qui a été condamnée à payer 250 000 €
d'amende pour avoir espionné ses utilisateurs. Ce qu'ils ont fait, c'est un truc dont on avait entendu parler un petit peu il y a quelques temps, mais qui s'était plus trop fait et qu'on avait un petit peu perdu de vue. Ils utilisaient leur app officielle sans vraiment prévenir les gens, mais disons que c'était dans les toutes petites lignes en bas. Ils utilisaient leur app officielle pour que quand les gens lancent l'app, eh ben, ça écoute ce qui se passait dans le lieu où ils étaient, donc ça enregistrait avec le micro du téléphone auquel on avait techniquement donné accès à l'application, mais bon, quand même, ça enregistrait donc le son. Et sur les serveurs de la Liga, ensuite, ils se servaient de ce son pour identifier les bars qui passaient des matchs de ligue de foot sans avoir la licence pour les passer. Donc, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils faisaient de la reconnaissance audio sur le son qui était enregistré. S'ils reconnaissaient un match, il faisait un recoupement avec la localisation de l'endroit où avait été enregistré le truc. Et si c'était dans un bar, eh ben, ils allaient voir si le bar avait la licence. Et si le bar n'avait pas la licence, eh ben, ils prenaient des mesures appropriées pour réprimander le commerce en question. Alors, eux, ils disent « Ah mais non, on avait prévenu les utilisateurs, ils avaient donné leur accord, etc. » Évidemment, c'était, comme je le disais, en tout petit dans les conditions d'utilisation. Il y a un autre sujet avec lequel je vais enchaîner, et puis je vous demanderai ce que vous en pensez, c'est le scandale du Monsieur Cuisine Connect de Lidl. Monsieur Cuisine Connect, pour ceux qui ne savent pas, c'est un robot cuisinier, c'est pas juste cuiseur, il fait plein de trucs, qui est très bon marché de chez Lidl, qui a fait beaucoup de bruit à son arrivée en France il y a 2 semaines à peine. J'en ai même entendu parler sur Twitter, des amis qui faisaient la queue chez Lidl pour aller l'acheter. Eh bien, Numérama a découvert que dans cet appareil, il y avait un micro, là encore, donc quand on parle d'espionnage, il y avait un micro qui était... Alors, selon Numérama, c'est un micro caché, disons qu'on peut le dire comme ça, mais en fait, ils ont mis un micro qui n'est pas utilisé. Et le micro, je me suis dit, quand j'ai lu cette histoire, et comme ils le disent d'ailleurs dans l'article, ça se trouve, c'est un micro qui était sur la carte mère bon marché qu'ils ont acheté pour construire ce Monsieur Cuisine Connect, et puis c'est juste qu'ils ne l'ont pas activé, donc voilà, ils ne vont pas en parler. Mais en fait, non, c'est un micro qui est déporté, connecté à la carte mère par un fil extérieur, et il y a donc un petit... une petite grille pour laisser passer le son. Donc c'est bien un micro qui a été rajouté sciemment à l'appareil et qui n'est mentionné à aucun moment dans la documentation, ni nulle part ailleurs d'ailleurs. En plus de ça, Android est sous version, il a un clavier tactile, et Android c'est une version 6, et bon, Dieu sait que Android n'est pas sécurisé dans ses anciennes versions, donc ça c'est un autre problème auquel il n'y a pas vraiment de réponse. Pas de réponse, enfin c'est juste que il n'y a pas de réponse, c'est Android 6 et voilà, et il faudrait faire des mises à jour un petit peu plus sérieuses. Mais bon, en même temps, c'est un robot cuiseur, donc c'est pas l'objet le plus dangereux de votre cuisine. Mais bon, il y a quand même cette histoire de micro qui peut, en conjonction avec Android non sécurisé, poser problème. Ce que dit Lidl sur les raisons de ce micro, de la présence de ce micro, c'est si jamais on a besoin, on veut rajouter des fonctionnalités à l'appareil plus tard. Au hasard, on pense à Amazon Alexa, qui est... Pardon, qui est un petit peu partout dans tous les appareils du monde, ils pourront le faire. Mais donc, ils sont confrontés à ce problème auquel avait été confronté Nest, je crois, il y a quelques mois, qui est que ils ont un micro dans le truc, le micro, il sert à rien. Mais donc, qu'est-ce qu'ils font ? Est-ce qu'ils disent oui, on a un micro dedans, mais vous inquiétez pas, ça sert à rien, et du coup, ils vont faire peur aux gens. Ou alors, ou alors les gens vont dire pourquoi vous l'utilisez pas, ou je sais pas. Ou alors, est-ce qu'ils disent rien ? Et puis, au final, ça finit par se savoir. Donc, sur ces deux sujets d'espionnage, semi-espionnage, je suis un petit peu... c'est un petit peu l'espionnage, l'espionnage un peu pourri, mais sur ces deux sujets...
Est-ce que vous pensez qu'il y a un tort patenté, avéré, ou est-ce que, ils ont donné l'accord, enfin, les utilisateurs de l'app avaient donné l'accord, là, c'est un micro qui sert à rien, et c'est difficile d'accéder, c'est pas que les hackers vont pouvoir le faire facilement sur le Monsieur Cuisine Connect. Du coup, je donne la parole à Marion en premier. Sur ces deux sujets, quel est ton ressenti ? Sur le premier sujet qui concerne l'application de la Liga pour espionner les bars qui n'ont pas la licence de diffusion, ce qui est en fait un petit peu problématique, c'est que normalement, lorsque tu demandes l'accès à une fonctionnalité de ton smartphone, tu es censé demander un accès pour apporter une valeur à l'utilisateur, un intérêt à l'utilisateur. Or ici, le micro est utilisé pour espionner des bars, genre juste pour transformer les utilisateurs en flics ou en espions. Ah oui, mais en espionnant les bars et en trouvant les bars qui retransmettent les matchs sans licence, ça veut dire que la Liga peut mieux se porter et donc fournir de meilleurs services aux utilisateurs de l'app, non ? C'est un peu trop tiré par les cheveux. Okay. Tu peux aller jusque-là, mais moi, je m'arrêterai un petit peu avant. Ok, je comprends. Donc voilà, donc là, tu vois, je me suis même étonnée, j'ai pas suivi si c'était juste sur Android ou même sur iOS, mais normalement sur iOS, ça typiquement, ce genre de demande d'accès à une fonctionnalité qui n'est pas utilisée pour procurer une valeur pour l'utilisateur peut être sanctionné, quoi. Et peut se faire bannir de l'App Store. Oui, clairement. D'ailleurs, comme on le disait, ils ont reçu une amende de la justice. Hein, c'était pas du tout. Oui. Et surtout partir du constat que expliquer dans les conditions d'utilisation ce qu'on va en faire, ça marche pas non plus. C'est-à-dire qu'il faut quand même expliquer lorsqu'on demande l'autorisation à quoi ça va servir et on verra le nombre de personnes qui acceptent, même si je doute qu'il y ait beaucoup de personnes qui passent du temps à lire toutes les autorisations qui sont demandées, même en petite pop-over comme ça. Donc c'est vrai que là, il n'y a pas vraiment d'excuses pour cette application, même si on comprend évidemment l'intérêt de la Liga d'essayer de faire respecter son droit de licence. Et je pense que là, c'est un autre problème. Et d'autant plus, excuse-moi, j'ajoute juste un truc qu'il faut mentionner. On parle des cas où le son serait enregistré dans les bars, mais on peut tout à fait imaginer que les utilisateurs qui utilisent l'app chez eux ou chez des amis ou ce genre de choses, ou enfin n'importe où, ils peuvent envoyer du son qu'ils voudraient surtout ne pas envoyer sur les serveurs de la Liga et des gens qui vont potentiellement les écouter. Donc oui, c'est ce problème aussi. Et qu'est-ce qui se passe si tu habites au-dessus d'un bar et que tu regardes le match et que ce bar n'a pas la licence, ne diffuse pas le match, mais que toi, tu regardes le match? Bonne question, effectivement. Je ne sais pas si le GPS envoie aussi l'étage auquel tu es. Ouais, je ne sais pas du tout comment la précision à laquelle ils arrivent à vérifier tout ça, mais voilà, ça pose des petites questions. Et je pense que là-dessus, on est vraiment d'accord sur... Enfin, ils n'auraient pas dû faire ça, quoi, clairement. Pour le robot, c'est un petit peu plus compliqué, enfin un peu plus compliqué. On se demande un petit peu à quoi sert le micro, quoi. En fait, soit en effet ils ont voulu le sortir relativement tôt, mais ils n'ont pas eu le temps d'implémenter Alexa dessus, et donc du coup ils ont préparé le hardware, mais le software est pas prêt. Ce qui est une possibilité, mais dans ce cas, ils auraient pu très bien parler de mise à jour future et vanter le fait qu'ils étaient en train de travailler sur ça et avoir un peu plus de transparence. Mais dans tous les cas, c'est important d'être transparent sur ce type d'appareil, surtout dans le climat actuel. Et puis, je ne sais même pas si c'est respectueux du règlement de gestion des données privées des utilisateurs, là, tu vois. Disons que le micro, d'après tout ce que je comprends, il n'est pas du tout activé, tu vois. Donc, et est-ce qu'il pourrait être activé indépendamment de Lidl ? Je crois pas, non. Ensuite, c'est Android 6 qui n'est pas hyper sécurisé. Ils ont visiblement pas les mises à jour depuis longtemps. Ouais. Donc, ça, c'est problématique, effectivement. Mais disons que c'est de la part de Lidl, il n'y a pas d'utilisation du micro. Donc, du point de vue du RGPD, je ne pense pas qu'ils soient qu'ils contreviennent à ça. Mais oui, c'est quand même problématique d'un point de vue, information à l'utilisateur.
Jeff, si l'une de tes boîtes, je ne sais pas si tu as un avis sur l'histoire de la Liga, mais sur la question de Monsieur Cuisine Connect, si l'une de tes boîtes se dit, bon, on a un produit qui va sortir, à l'avenir, on pourra rajouter des fonctionnalités, autant mettre un micro dedans, comme ça, on ne va pas avoir besoin de revendre des trucs ensuite plus cher, et ça va être un vrai service aux utilisateurs s'il y a déjà le micro dedans, et puis ensuite, on peut l'activer avec une mise à jour. Tu leur dis quoi? Tu lui dis, oui, bon, allez-y, c'est une bonne idée, ou c'est non, enfin je sais pas, ça serait quoi ta réaction? Tout dépend de la fonctionnalité. Je pense que quand tu développes un produit hardware, tu vas avoir un calendrier qui va être assez difficile sur déjà si c'est fait en Chine, ça met un mois à arriver aux États-Unis, en Europe par bateau parce que sinon c'est trop cher. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas préparer ton hardware, tu vas le faire construire, tu vas le shipper, et après tu vas avoir un cycle différent de la gestion de ton firmware qui te permet en fait de mettre en place des fonctionnalités ou pas. Et donc je vois tout à fait dans ce cadre que les Gus, ils ont dit on va mettre un petit micro, comme ça on va pouvoir mettre de la reconnaissance vocale et faire en sorte que ce soit compatible Alexa, etc., etc. Et ils ne l'ont pas encore mis en place, ils n'ont pas le firmware pour, et ils n'ont pas réfléchi à l'impact que ça pourrait avoir sur leur clientèle et sur leur PR, que de se retrouver dans une situation où ton truc dans la cuisine nous espionne. Il dit non, ça fonctionne pas, personne peut l'utiliser, personne peut l'écouter. Il n'y a pas de gestion en fait du micro. Le problème, c'est que les firmware se font hacker tous les jours, et c'est ce qui se passe avec tout ce qui est routeur Wi-Fi, etc., etc. Et donc quelqu'un hack leur firmware, puisque c'est de l'Android, et accès au flux de son de leurs clients est tout à fait imaginable. Donc ce que j'aurais espéré, c'est qu'ils les blindé au minimum, où ils peuvent dire non, vous inquiétez pas, on a fait en sorte que ce soit super sécurisé. Ouais, ça a l'air quand même un petit peu amateur, on va dire. Je pense que bon, peut-être qu'ils n'auraient pas voulu mettre un Android récent dessus. C'est toujours problématique, ce genre de choses, surtout que le truc est connecté à Internet. Mais je pense qu'au minimum, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais mis en petit quelque part dans la notice, votre Monsieur Cuisine Connect est équipé d'un micro qui est inactif, et qui pourra être activé à l'avenir si vous le souhaitez, pour tel et tel truc, au moins pour le dire, quoi. Parce que je crois qu'il y a 5 ans, on aurait pu se dire, on le met et puis on verra ce qui se passe si on veut l'activer plus tard. Aujourd'hui, je ne sais plus si c'est Jeff ou Marion qui le disait, mais dans le climat actuel, je crois qu'il faut être doublement prudent. Et même si on peut comprendre l'initiative, il faut aller un petit peu plus loin dans la transparence. Et pour moi, il n'y a pas vraiment de grosses préoccupations sur la vie privée, si on va être honnête. Oui, peut-être que sur certaines personnes très ciblées, on va vouloir aller hacker le Monsieur Cuisine pour écouter ce qui se passe dans leur cuisine. Bon, c'est imaginable, on va dire. Mais au-delà de ça, je pense que c'est plus une question de pratique et d'image. Et pour ça... Oui, c'est de l'éthique, là. On est sur un consommateur est en droit de savoir qu'est-ce qu'il achète, en fait. Et s'il y a un composant qui permet d'écouter, même s'il est inactif, mais qui peut être activé par la suite, ils devraient être informés de ça. Après, on peut se poser la question comment ils vont informer les utilisateurs lorsqu'ils feront une mise à jour, s'ils en font une. Mais c'est quand même problématique. Et le fait d'avoir une Android 6, c'est pas très rassurant non plus, quoi. Ouais. C'est un indice de plus que, c'est, quand je disais, c'est un petit peu amateur, quoi. Ouais. Bon... On va faire une petite pause pour parler du Patreon, justement, pour dire que les patriotes, eux, maintenant, s'ils sont abonnés sur le podcast privé des Patreons
les patriotes plutôt que le flux normal du rendez-vous tech, eh ben, cette petite partie, ils vont pas l'entendre. Donc désolé, ils vont rater mon laïus mélodieux et lyrique sur le bonheur que c'est d'avoir des patriotes qui soutiennent l'émission. Vous le savez, l'émission est soutenue entièrement par les auditeurs qui choisissent de donner des sous au rendez-vous tech. Et si jamais vous appréciez l'émission, si elle vous informe, si vous passez un bon moment, je vous encouragerais à vous aussi aller regarder ce qui se passe sur Patreon et puis peut-être devenir soutien vous aussi. Vous aurez accès à tout un tas de petits articles sympathiques sur l'interactivité qu'on fait avec les patriotes. Vous avez le podcast privé dans lequel je mets des éditos. Je parlais cette semaine, enfin la semaine dernière, puisqu'on est lundi, je parlais de la difficulté de prévoir des choses, de prédire des choses dans la tech et pourquoi, à mon sens, il est tellement difficile de le faire. Il y a plein de petites choses comme ça. Et bien sûr, l'accès pour ceux qui choisissent ce niveau au Slack des patriotes, qui est le meilleur réseau social ou le meilleur lieu sur Internet pour avoir des gens sympathiques avec qui passer du temps et discuter de toutes sortes de choses. Bref, c'est vraiment une formule gagnant, 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 gagnant pour tout le monde. Vous choisissez ce que vous donnez, vous pouvez vous arrêter quand vous voulez. Et vous avez accès à des petits bonus sympas. Donc, allez voir sur patreon.com/rdvtech. Le lien est dans les notes de l'émission. Et vous pourrez choisir si vous soutenez ou pas. C'est très très simple, ça prend 2 minutes. Merci à tous ceux qui le font. Donc on continue avec les news et rumeurs et notamment encore le petit Huawei Corner. Alors les news du moment sur le fameux ban Huawei, Foxconn a dit qu'ils avaient de quoi faire assez de téléphones, d'iPhone en dehors de la Chine, donc ils pourraient alimenter les États-Unis, j'ai dit assez d'iPhone pour alimenter les États-Unis de l'extérieur de la Chine, donc ça éviterait les sanctions du gouvernement américain et pour les autres pays, parce que nous on se dit ah mais attendez, ils en ont assez pour faire pour les États-Unis. Oui, mais nous on n'a pas de combat avec la Chine, donc ceux qui sont faits en Chine, ils pourraient arriver chez nous en Europe et donc nous ne serons a priori pas privés d'iPhone. Il n'empêche, Huawei anticipe 40 à 60% de ventes de smartphones en moins. Ce qui est quand même absolument énorme. Ça a des impacts sur Broadcom aussi, qui vend des puces. Google est en train de déplacer la production de ses thermostats Nest en dehors de la Chine. Enfin bref, tout ça continue à avoir des répercussions énormes. Je vais juste demander à Jeff, du coup, encore lui, en dehors du fait qu'on ne sait pas s'il s'agit uniquement d'une question de guerre commerciale ou s'il y a aussi une véritable préoccupation sur des questions d'espionnage de la Chine, et en dehors de tes sentiments personnels envers le gouvernement américain actuel, qu'est-ce que tu penses, toi, de l'affaire et quelle est l'ambiance dans la Silicon Valley ? Est-ce que tout le monde en ressent les tremblements, je ne sais pas, les suites du tremblement de terre, ou comment ça se passe dans la Silicon Valley ? Et pour toi, ton avis là-dessus sur l'affaire Huawei, Chine et gouvernement américain en général ? C'est clair que la Vallée déjà n'a pas voté Trump, donc on n'est pas super content de ce qui se passe au niveau économique et cette position très anti-chinoise qui est problématique, parce que pour nous, que ce soit au niveau des capitaux, au niveau d'innovation, au niveau de tout ça, il y avait énormément de business qui était fait avec la Chine, il y avait énormément de capitaux qui étaient investis aux US par les investisseurs chinois, il y a énormément d'argent américain qui est investi en Chine aussi. Et là, en fait, ce qui se passe avec cette guerre au niveau commercial et surtout les tarifs qui ont été mis en place, les taxes, les surtaxes qui ont été mis en place par le gouvernement américain, et en gros, c'est Trump qui a dit bah voilà, on va taxer tant, et il l'annonce par un tweet, et après tout le monde doit courir pour essayer de comprendre ce que ça veut dire. L'impact énorme que ça a pour nous, c'est que toute boîte qui construit
ses produits en Chine, ce qui est le cas de quasiment tout le monde aujourd'hui, se retrouve avec des surtaxes de 5, 10, 25%, ce qui te plombe en fait toute une catégorie de boîtes qui vont construire des composants ou des produits finis là-bas, au point où typiquement tu vas avoir, surtout au début pour une start-up, des marges de 20, 25, 30% sur ton produit, et en gros tout part en taxe, quoi. Et donc on a toute une catégorie de boîtes qui à ce jour ne vendent pas à perte, mais ne font pas d'argent sur leurs produits parce que ils doivent payer des taxes, et malgré toutes les conneries que Trump raconte en disant c'est les Chinois qui payent, non, c'est pas les Chinois qui payent, c'est les boîtes américaines, et c'est le consommateur américain qui paye. Ce que tu peux faire, c'est essayer d'aller voir les différentes responsabilités gouvernementales et dire je veux changer de catégorie parce que l'autre catégorie pour mon produit elle est moins taxée, je veux aussi une exemption et je veux pas être de manière à ne pas être taxé. Tu as des boîtes qui arrivent à le faire, mais ce que ça veut dire c'est un peu une façon stupide d'essayer de limiter ce que la Chine fait, alors qu'en fait c'est les États-Unis qui vont en souffrir au niveau économique, puisque ça va avoir un impact sur notre croissance cette année et l'année prochaine. Et puis tu as des boîtes entières qui se retrouvent à essayer de trouver des solutions alternatives pour construire leurs produits ailleurs. Et puis d'un seul coup, le crétin en chef se met à dire qu'on va avoir aussi des tarifs ou des taxes surtaxe avec Mexico, avec le Mexique. Et donc c'est un environnement qui est relativement pas stable. Et ça, c'est quelque chose que les marchés financiers n'aiment pas du tout. Ouais, l'incertitude, c'est toujours compliqué. Ouais. Pour en revenir à Huawei, donc effectivement, comme tu le disais, ils prévoient une descente d'à peu près 30 à 40 milliards de dollars de leurs revenus sur les 2 années à venir. Tu te demandes comment les mecs réussissent encore à survivre quand tu dis je vais perdre 30 à 40% de mon chiffre d'affaires. C'est absolument monstrueux. Et eux, en fait, ils n'ont pas le choix parce qu'ils ne sont jamais exemptés, puisque là, à la base, ce qui s'est passé, c'est que il y avait cette impression ou des faits que les produits Huawei en fait envoyaient des informations sur leur utilisation au gouvernement chinois, et ça clairement c'est de l'espionnage industriel ou de l'espionnage oui, de l'espionnage tout court, oui. Mais du coup, ça c'est une préoccupation pour vous dans la Silicon Valley? C'est un truc que vous prenez au sérieux ou vous pensez que c'est pas avéré, et donc qu'est-ce que vous pensez? Tu m'as bien expliqué ce que vous pensiez de l'aspect guerre commerciale, mais cette théorie qui n'est pas prouvée, mais qui est presque improuvable, mais qui serait quand même préoccupante si elle était réelle, Huawei est un bras technologique du gouvernement chinois, et ils s'en servent pour des choses pas très cool. C'est une chose qui vous préoccupe, que vous prenez au sérieux ou pas? On a toujours fait très attention à ne pas envoyer en Chine des trucs qui sont trop sensibles, à cause de ça, parce qu'on sait très bien que l'espionnage industriel existe comme une règle de concurrence qui est appliquée là-bas. Et oui, là, ça va au-delà de l'espionnage industriel. Là, la préoccupation, c'est que Huawei, étant au service du gouvernement chinois, le gouvernement chinois pourrait dire maintenant on active le switch et puis on peut écouter n'importe qui, n'importe où, avoir des documents qui sont stockés sur les téléphones, tu vois, ce genre de choses. C'est plus que de la même façon qu'il y a la même rumeur sur les drones de DJI, donc la boîte chinoise qui est leader de marché sur le segment, où il est dit, je ne sais pas si ça a été prouvé, que les drones de DJI vont envoyer les informations à Backroom, donc en Chine, sur ce qu'ils vont faire, où ils vont voler, etc. Et donc oui, là, rien n'est prouvé sur tout ça. Hein. Rien n'est prouvé, sauf que le gouvernement américain a mandaté que les produits DJI ne pouvaient pas être utilisés par le gouvernement et par l'armée. Et c'est pour ça qu'en fait, tu vois maintenant des compétiteurs qui sont
là où le marché avait été complètement capturé par DJI, tu as maintenant des nouveaux compétiteurs qui sont sur le marché parce qu'ils ont un produit qui est en fait aussi bon que DJI et qui n'a pas en fait ce risque d'espionnage. Mais tu m'as pas répondu du coup. Est-ce que vous le prenez au sérieux cette histoire ou est-ce que pour vous c'est tellement pas prouvé que c'est... T'as pas encore remarqué que je veux pas répondre à la question? D'accord, très bien. Bon, bah écoute, non, mais c'est en fait on n'y pense pas. Sauf, enfin, tu vas penser à ça si tu as de la technologie embeddée qui vient de Chine dans tes produits. Mais en fait, on pense à ça sur la façon dont on va construire nos produits hardware et de manière à ce qu'on puisse bénéficier des coûts de production et de l'excellence de la production chinoise sans pour autant mettre notre propriété intellectuelle en péril. Bon, très bien. Eh ben, écoute, on va avancer avec des sujets un petit peu plus légers. Je ne sais pas si vous avez vu ce qu'a fait Radiohead. Marion, toi qui es une grande fan de musique, tu as dû en entendre parler de cette histoire de Radiohead qui s'est voler 18 heures de musique de Tom York. Oui, enfin 18 heures de musique, non, c'est des 18 heures de session aux alentours de l'enregistrement d'Ok Computer. Donc c'est des chutes, enfin tu sais pas vraiment ce que c'est. Même Tom York a dit que c'était pas forcément hyper intéressant. Et donc ils ont une attitude du coup plutôt hyper... Enfin ils ont très très bien géré l'histoire, quoi. Ouais, parce que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont fait effectivement voler des enregistrements donc de l'époque de OK Computer sur mini-disque, c'est pour dire. C'était sur mini-disque et le voleur... C'est vintage. C'est ça. Le voleur a voulu une rançon en fait de 150 000 $. Et ce qu'ils ont fait, c'est que plutôt que de payer cette rançon, ils ont mis les 18 heures de musique, de session de studio sur Bandcamp et ils les ont vendus en fait au bénéfice d'une organisation qui combat le changement climatique. Et en fait, plutôt que de céder au chantage, ils l'ont mis sur Bandcamp. J'ai trouvé ça vraiment pile la bonne réponse, quoi. Peut-être que si ça avait été genre le dernier album, ils auraient peut-être réagi différemment. Encore que c'est Radiohead, ils font les trucs comme ils veulent, ils font les trucs Ouais, je pense à leur manière, quoi. Ouais, ils ont une certaine maturité par rapport aux nouvelles technologies et au numérique qui est intéressante. Ils ont déjà essayé de vendre en demandant aux fans de fixer eux-mêmes le prix, etc. Enfin, ils font des petits tests. Et justement, là, je trouve que leur attitude et leur réponse montrent bien qu'ils ont une maturité quant à ce sujet-là. Et ils ont évité justement le bad buzz, quoi. Ouais, exactement. Moi, je peux vous dire que si un jour il y a quelqu'un qui me vole mes mini-disques des premiers enregistrements du Rendez-vous Tech, j'aurais pas une attitude aussi laxiste. J'enverrai plutôt les espions de Huawei les retrouver. Voilà, je dirais à Corben de me donner ses contacts dans le dark web et ça ira plus vite. Oula. Tout de suite la menace, Corben. Exactement. Toujours dans le même ton, Google a vu leaker des images de son prochain téléphone, le Pixel 4, qui devrait arriver en octobre. Et plutôt que, là encore, jouer à s'enfouir la tête dans le sable, ils ont décidé de tweeter une image du téléphone eux-mêmes avec le commentaire assez judicieux, genre bon, on a l'impression que vous avez que vous êtes intéressé par ce qui se passe chez nous, donc voilà une photo du Pixel 4. Alors bon, les photos ne montrent pas grand-chose, ça montre simplement la seule information qu'on peut en tirer, c'est qu'il y a une sorte de bloc de caméra à l'arrière qui aurait au moins 2 caméras, et voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut voir. Mais d'une part, l'attitude est plutôt positive. D'autre part, j'avais l'impression que les pixels, c'était des trucs qui pouvaient tout faire avec une seule caméra. Non, je crois qu'il y en avait déjà 2 sur un des précédents. Mais bon, bref, les Pixel 4 devraient arriver en octobre, comme d'habitude pour les appareils Pixel. Mais oui, là aussi, bonne attitude, quoi. Google a dit, allez, et puis bon, c'était made par Google, qui n'est pas leur compte principal sur Twitter. Mais bon, c'est pas mal. Tweeter le truc, tu te gagnes un petit peu de sympathie auprès des utilisateurs, je pense, plus qu'autre chose. De toute façon, c'est un peu la façon dont tu vas engager
le discours avec l'utilisateur, avec la marque qui est plus approchable, qui évite d'utiliser la partie légale et les avocats, machin. Donc ça a du sens. Ouais, tout le contraire d'Apple, qui eux ne commandent jamais rien. Mais bon, ça change l'image de la boîte aussi, hein, ça a ses avantages et ses inconvénients. On va parler d'Apple dans une seconde, mais Huawei, encore eux, ils ont décalé la sortie du Mate X. Vous savez, c'est leur téléphone pliable. Il va sortir en septembre plutôt qu'en juin, après les déboires de Samsung avec le Galaxy Fold. Ils se sont dit qu'ils allaient faire des tests supplémentaires. Mais dis donc, tu t'endors vraiment au micro, quoi. Non, mais c'est plus On l'a Patrick entendu Béja, en live. c'est Pépé Béja maintenant. Vous savez à quelle heure s'est réveillé mon fils ce matin? Vous savez? Non. Bah voilà. Il rigole. Bon, Marion, tu sais pas encore ce que c'est. Jeff, souviens-toi, à 11h du soir, non mais même plus, il est presque minuit là. Vous vous rendez pas compte? C'est à quelle heure mon fils a été se coucher hier soir? À 3h30 du matin. Oui, bon, il t'a pas réveillé à 6h, j'imagine. Bon, bref, l'avis de Patrick n'intéressant pas grand monde. On parlait de Huawei. Ça, c'est pas vrai. Oh, c'est gentil. Pour info, j'ai pas besoin d'avoir un bébé pour me réveiller à 6h du matin. Ouais, mais je pense que c'est pas exactement le même type de réveil. Hein, ça, j'en conviens. Non, mais maintenant, puisque bon, Jeff me dit que ma vie intéresse les gens, maintenant, je plaisante pas. Hein. Une bonne nuit, c'est quand je réussis à me coucher à 9h. Là, je suis content parce qu'il faut rattraper les. En fait, ce que disent les gens quand ils disent ah, mais il faut que tu dormes quand t'as un bébé, machin. Oui, c'est un petit peu quand il est tout petit, le bébé, parce qu'il dort, il dort n'importe quand, il se réveille n'importe quand, c'est vrai. Mais le truc qui est vraiment compliqué, c'est que sur les premières années, je ne sais pas combien de temps ça dure. Moi, je me berce dans l'illusion que ça dure 2-3 ans au maximum, mais je sais bien que ce n'est pas le cas. Mais en fait, c'est pas que tu dois dire adieu à tes grasses matinées, et c'est pas que tu te réveilles à 6 heures du matin en semaine quand tu dois aller bosser. C'est que dormir plus tard que 6 ou 7 heures, ça n'existe plus, mais plus jamais. Le week-end, les vacances, machin, tout ça. Non. Tu te réveilles jamais au-delà de ces heures-là. Donc, et c'est quand la routine s'installe, en fait. Parce qu'au début, tu es en mode warrior, tu es en train de faire ton épreuve du feu, et donc tu as de l'énergie, tu es encore plein d'adrénaline. Mais au bout d'un an et demi, 2 ans, quand tu es toujours en train de te réveiller à l'aube parce qu'il y a le gamin qui est réveillé, maintenant, allez hop, faut y aller là. Donc bon, bref, voilà. Et je peux vous dire que demain, le réveil va être sympathique aussi. Donc, le quart d'heure de Patrick étant terminé, Huawei qui décale son Mate X. Bon, c'est plutôt judicieux. En même temps, moi je me dis, peut-être que je vais chercher la petite bête, mais s'il avait été prêt, je pense qu'il l'aurait lancé en juin. Il n'est pas impossible qu'il soit dit, ah merde, il y a ce truc qui marche pas chez Samsung. On l'a pas bien vérifié chez nous aussi, parce que là, ça fait quand même 2 mois qu'ils ont le problème Samsung. Si le téléphone de Huawei n'était pas sujet à des problèmes comparables, ils l'auraient lancé maintenant. Donc, bon, c'est peut-être un bad buzz qu'ils ont évité, un bad buzz de plus qu'ils ont évité grâce au déboire de Samsung. Et on parlait des iPhones, donc il y a les coques des nouveaux iPhones qui sont en train de fuiter, et ça confirme qu'il y a aussi un module photo qui est carré, comme sur le Pixel 4 de Google, donc ils arriveront à peu près en même temps, mais encore plus intéressant que ça. Pour 2020, d'après Ming-Chu Kuo, on aura toujours ces 3 téléphones, ça sera le cas en 2019 aussi, c'est-à-dire une version cher, petit, cher, grand, et puis une version un petit peu plus moyen de gamme qui sera de taille entre les deux, comme c'était le cas en 2018. Et l'arrivée des modems 5G serait donc prévue pour Apple en 2020. Donc pas cette année, comme on s'en doutait, mais l'année prochaine, ce qui est assez cohérent avec
le déploiement de la 5G. Dernière précision, Apple travaille toujours sur ses modems 5G. Il y a des rumeurs selon lesquelles il serait en train de racheter le département modem de Intel, qui, vous vous en souvenez, a dit qu'ils arrêtaient les opérations parce que quand Apple s'est retourné vers Qualcomm, ils se sont dit ok, c'est bon, nous on n'a plus de clients, donc on arrête du côté de Intel, et donc on aurait des puces 5G chez Apple en 2022-2023, donc ils y travaillent toujours. Ils ont un contrat de 6 ans, je crois, avec Qualcomm, donc c'est logique. Bon voilà, je ne sais pas s'il y a des choses à ajouter sur ces iPhones. Moi je suis très content avec mon iPhone 10. Je pense que je ne changerai pas encore cette année, peut-être en 2020, mais bon. C'est dans la mouvance générale, je crois. T'as toujours l'iPhone 10, c'est ça ? Ouais. Ouais, moi aussi. Et à part s'il y a de l'USB-C qui sort, j'en changerai pas, quoi. Il fonctionne très bien. Jeff, toi, t'es encore en train de changer tous les ans ton téléphone ou t'as ralenti ? Bah ouais, parce que mais pas aussi pas. Alors autant avant, j'essayais d'avoir le téléphone immédiatement. Je me jetais sur le site Apple pour commander machin. Autant là, en gros, je l'achète. Là, j'ai récupéré le XS parce qu'en fait, j'aime bien le téléphone un peu plus large. Ouais, on en est à un point où de toute façon les téléphones marchent super bien et t'as plus besoin d'en changer. Mais c'est intéressant parce que justement, si même nous qui sommes quand même des technophiles qui achetions justement les téléphones juste à la sortie, on se dit non seulement je vais sauter une année, mais peut-être même que je vais en sauter 2. Bon, c'est peut-être pas ton cas, Jeff, mais pour Marion et moi, ça semble, à moins qu'ils annoncent un truc de fou cette année, il semble que ça sera le cas. Ça confirme que vraiment personne n'a d'intérêt à en changer. Pas tous les ans, c'est sûr, quoi. Ouais, non, complètement. C'est parce que ça, c'est pas justifiable au niveau économique. 2, il n'y a pas suffisamment de changements de fonctionnalités qui t'amènent à dire mais je veux la nouvelle caméra, le machin, un truc. Là, celui-là, j'ai 2 ou 3 boîtes qui font de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Donc avoir la partie depth camera, donc caméra en profondeur, c'était pas mal, mais c'était pas suffisant pour justifier $1000. Bon, il se trouve que j'ai acheté le dernier histoire de l'avoir, mais c'était pas avec enthousiasme, mais comme il y a quelques années, ouais. Alors que au début du rendez-vous tech, je me pâmais d'avoir le iPhone 4 ou l'iPhone 5, ou je ne sais même plus lequel on était dans les débuts, mais franchement, je ne sais pas ce qu'ils pourraient faire en termes de technologie pour te dire là, il faut vraiment faire une upgrade du parc, et c'est pour ça que aujourd'hui Apple essaie de diversifier ses revenus, parce qu'ils savent très bien que les téléphones, c'est plus aussi important, quoi. C'est l'évolution vraiment logique pour le coup de cette technologie. Hein. De cette technologie, tu veux dire des téléphones qui se des smartphones, en fait. C'est vrai qu'au temps du premier smartphone, les progressions d'année en année étaient fulgurantes, et puis au fur et à mesure, c'était de moins en moins époustouflant, de moins en moins innovant. Les mises à jour sont de plus en plus incrémentales. Enfin, ça se tasse un petit peu, quoi. Donc du coup, il y a de moins en moins de renouvellement. On le voit avec... c'était déjà vrai pour l'iPad, mais là, avec le smartphone, ça se vérifie également. Mais ce qui me choque, moi, ce qui me surprend un tout petit peu, c'est que même pour moi, l'idée de sauter une année, ça me paraissait cohérent pour moi, pour mon usage personnel. Mais là, je suis vraiment en train de me dire, je vais sauter 2 années et ça va pas vraiment m'affecter plus que ça va pas me gêner. Donc c'est quand même un gros truc pour moi qui suis tellement fan de tech. Le fait de sauter 2 années, c'est une étape qui se franchit, quoi. Oui, après, ils vieillissent bien, encore une fois. Les iPhones, je ne sais pas si toi, tu as vu des lenteurs ou des choses. Bon, moi, une fois, là, il m'a fait une frayeur il y a 2 semaines où il s'est éteint et impossible de le rallumer pendant 15 minutes. Alors là, j'étais déjà en train de penser au scénario, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai plus de smartphone, etc. Mais 15 minutes après, il a bien voulu se rallumer et depuis, tout fonctionne comme... tu vois, ils sont gentils chez Apple quand même. Ils te l'ont rallumé 15 minutes plus tard. C'est quand même sympa.
Bon, on va conclure avec un sujet. On parlait du réseau maillé d'Apple pour la localisation. Il y a un patriote, justement, qui m'a parlé d'une chose que je ne connaissais pas. Je suis sûr que certains d'entre vous vont dire « Ah, mais bien sûr, Patrick, enfin, c'est évident !» Et c'est Shtipoun, qui est très bien nommé, je trouve, qui m'a parlé des réseaux bas débit, qui pourraient être une alternative intéressante à ce réseau dont je parlais, ce réseau Apple. En fait, c'est des réseaux c'est des fréquences qui ont été libérées d'anciens réseaux mobiles et qui sont en train d'être développés pour des utilisations très spécifiques. C'est des réseaux bas débit, c'est les LP1 en fait, Low Powered Wide Area Network. Bon bref, c'est les réseaux bas débit qui ont une portée énorme, c'est plusieurs kilomètres, plusieurs dizaines de kilomètres même, et qui sont utilisés avec des restrictions très importantes. C'est-à-dire que pour avoir une licence, il faut envoyer par ID, par appareil, au maximum 155 messages par jour, donc ça fait quelques dizaines par heure, et les messages, chaque message, c'est 12 octets. Donc c'est vraiment minime, 12 octets, ça représente presque rien, mais comme le disait Shtipoun, qui est en train de développer un produit qui s'appelle InWire, qui est un bracelet en fait d'aide aux personnes âgées, aux personnes dépendantes, qui est en développement, il est en phase de prototype, hein, donc c'est vraiment un début, mais ça peut être utile pour certaines choses, pour l'Internet des objets ou pour ce genre de choses, et lui il me disait, 12 octets c'est pas grand-chose, mais ça suffit pour envoyer des coordonnées GPS, donc ça peut être hyper utile pour certaines choses, dont par exemple la fameuse utilisation que fait Apple de son propre réseau maillé, comme on en parlait dans les épisodes précédents. Alors, là où il y a une petite difficulté, c'est que les antennes et donc les fréquences sont différentes en Europe, en Asie et aux États-Unis. Donc il y a 3 types d'antennes différentes et les antennes coûtent cher si on veut avoir des antennes qui font tri-bande, cher hein, dans le contexte de ce genre de choses. Mais c'est un réseau que je ne connaissais pas du tout. Lui me disait que ces appareils avec une charge peuvent tenir des semaines. Avec une petite pile, c'est une petite pile plate, ça tient des semaines et des semaines. Donc on peut imaginer que ce type de choses pourrait fonctionner pour certaines utilisations. Marion, je crois que tu connaissais ces réseaux. Tu as mis un commentaire dans les notes de l'émission. Oui, en fait, il se trouvait que je connaissais Sigfox. Parce que j'ai un collègue qui vient de cette boîte-là et donc il m'avait initié à cette notion de réseau bas débit justement et à quoi ça pouvait servir. Et en fait, il y a plein d'usages, même dans les collectivités, dans les villes, etc., où il y a plein de situations où ça peut être utilisé en fait. Là, justement, j'avais trouvé un article qui détaillait plusieurs cas d'usage, notamment contrôler des panneaux publicitaires, gérer le système de ventilation et de chauffage des immeubles professionnels ou privés, gestion des alarmes d'intérieur, donc vraiment IoT, etc. Prévoir, c'est gérer des trucs qui doivent marcher même si le Wi-Fi tombe, quoi. C'est ce Exactement. Exactement, notamment aussi collecter des informations pour mieux prévoir les dangers liés à la nature, notamment flux d'eau, climat, tremblements, etc. C'est intéressant, c'est des choses qui ont besoin d'avoir de la batterie et de consommer peu et être plus fiable, quoi. Donc un réseau bas débit, là, ça s'y prête plutôt bien. Non, franchement, il y a des usages assez intéressants, quoi. Et ce que j'avais pas compris au départ, c'est que les réseaux, c'est pas des vieux réseaux qu'on a réactivés maintenant et voilà, et ils sont tels qu'ils sont. C'est des réseaux qui sont en développement constant aujourd'hui et qui vont être utilisés de plus en plus. Donc ils sont en train d'être développés. L'avantage, c'est qu'on doit mettre beaucoup moins d'antennes que pour les réseaux 4G, 5G. Donc c'est des choses qui se développent. Ouais, tout à fait. Et Sigfox, si je ne m'abuse, c'est français. Ouais. Et c'est un des leaders en plus sur ce domaine, donc chouette. Très sympa. Basé à Toulouse. Basé à Toulouse. Tu les connais, Jeff ? J'ai des copains qui ont bossé chez Sigfox, j'ai des copains qui ont mis de l'argent chez Sigfox. Ouais. D'accord. Bon, de toute façon, Jeff, on part du principe qu'il connaît tout le monde. C'est un bon principe de base.
Bon, très bien. Eh ben, écoutez, merci à Ch'tipoun pour cette information. J'étais complètement passé à côté. J'espère que ça vous intéressera aussi. Et merci bien sûr à vous deux d'avoir participé à l'épisode. Alors, on est juste en dessous d'une heure. J'imagine qu'avec la musique et tout, on sera juste au-dessus. Mais c'est quand même, on est pas mal. On est pas mal parti là. Donc, merci à vous deux d'avoir participé à cet épisode. Avant de se quitter, bien sûr, comme toujours, j'aimerais vous proposer de nous dire où on peut vous retrouver sur Internet, à commencer par Jeff. Je suis @Jeff sur Twitter. C'est tout. Super, merci beaucoup. Et Marion? Et ben moi, vous pouvez me retrouver au pseudo Aisea Design ou sur la chaîne Nowtech. Parfait, je mettrai les liens vers vos comptes Twitter dans les notes de l'émission comme toujours. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Venez voir mes stories, elles sont sympas. Et vous pouvez bien sûr retrouver cette émission sur frenchspin.fr et la soutenir sur patreon.com/rdvtech. Le lien est dans les notes de l'émission. Ça prend vraiment 2 minutes pour le faire. Si vous vous dites depuis, 4-5 épisodes, peut-être un jour, peut-être que ce jour-là, c'est aujourd'hui. Pensez-y et merci par avance. On se retrouve dans une semaine avec un vrai topo et j'espère les détails sur cette histoire de crypto-monnaie mystérieuse de Facebook et surtout ce qu'ils vont en faire. À très bientôt et grosses bises à tous.